Certains gouvernements demandent aux États-Unis et aux grandes entreprises technologiques de supprimer les contenus extrémistes en ligne. Mais cela pourrait-il nous priver de notre liberté d'expression? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Et si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Ne vous inquiétez pas d'être désactivé. Nous n'incitons pas au terrorisme ou à l'extrémisme ici. Je répète, nous n'incitons pas au terrorisme ou à l'extrémisme ici. Tu entends ça, YouTube? En parlant d'extrémisme, le département d'État a annoncé que les États-Unis se joindront à l'appel à l'action de Christchurch pour éliminer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne. L'appel de Christchurch est un engagement volontaire initié par la France et la Nouvelle-Zélande en 2019. Il compte plus de 50 gouvernements et organisations internationales signataires. Et les États-Unis sont les derniers à s'y joindre. Les USA arrivent en retard à une bataille internationale. C'est quoi, la Première Guerre mondiale? Ou la Deuxième Guerre mondiale? Ou... Vous savez quoi? Peu importe. L'appel de Christchurch a été baptisé après l'horrible attaque de 2019 contre 2 mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. 51 personnes ont été tuées, et 50 autres ont été blessées dans l'attaque, qui était diffusée en direct sur Facebook. Cela a suscité des inquiétudes quant à la manière dont les contenus terroristes et extrémistes violents deviennent viraux. En réponse, les gouvernements français et néo-zélandais ont lancé l'appel de Christchurch. Cet appel demande aux gouvernements du monde entier de s'engager à interdire les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne et d'encourager les médias à ne pas amplifier les attaques terroristes. Oui, s'il y a une chose que les médias détestent faire, c'est amplifier les attaques terroristes pour faire de l'audience. Ils ne feraient jamais ça. Pendant des semaines. Ou des mois. L'appel de Christchurch comprend aussi des entreprises technologiques comme Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon, et bien d'autres. L'appel de Christchurch veut que ces entreprises s'engagent à empêcher le téléchargement, le partage et la diffusion en direct de contenus extrémistes. Maintenant, ce n'était pas comme s'il n'y avait aucun effort pour arrêter le terrorisme et l'extrémisme violent en ligne avant 2019. En 2017, les grandes entreprises technologiques ont créé le Global Internet Forum to Counter Terrorism, qui était leur propre cadre pour censurer le terrorisme en ligne. Et les gouvernements essaient de mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme depuis longtemps. Mais l'appel de Christchurch est différent. Il demande aux grands gouvernements et aux grandes entreprises technologiques de travailler ensemble pour empêcher les contenus dangereux en ligne. Qu'est-ce qui peut bien clocher? Les grandes entreprises technologiques et les grands gouvernements sont un peu comme un grand frère qui nous surveille. N'est-ce pas agréable? Ce mois-ci, le département d'État américain a applaudi le langage utilisé dans l'appel de Christchurch, tout en soulignant l'importance de protéger la liberté d'expression. Il est important de le noter, car il y a une raison pour laquelle les États-Unis ne se sont pas joints à l'appel de Christchurch en 2019. Je vous en parlerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Dans la même déclaration applaudissant l'appel de Christchurch, le département d'État a souligné que les États-Unis ne violeront pas le premier amendement. Le premier amendement est ce qui interdit au gouvernement de porter atteinte à la liberté d'expression. Le département d'État a également souligné que la meilleure façon de vaincre les discours des terroristes et des extrémistes violents est de leur opposer d'autres discours. Des récits alternatifs crédibles qui encouragent la liberté d'expression au lieu de la restreindre. La façon préférée de vaincre les terroristes et les extrémistes aux États-Unis est d'utiliser nos mots. Des mots comme « envoyer plus de drones ». La position de longue date du gouvernement américain est qu'il ne fera rien, ou ne demandera pas à d'autres pays de faire quelque chose, qui violerait le premier amendement. Il veut éviter les engagements politiques qu'il sait être inconstitutionnels, même si ces engagements ne sont pas juridiquement contraignants. Faire cela mettrait les États-Unis dans une position où ils feraient des promesses politiques de mauvaise foi, sachant qu'ils ne les mettront jamais en œuvre. Et depuis quand un dirigeant américain a-t-il fait une promesse politique qu'il n'a pas tenue? À part eux.
Les États-Unis veulent également promouvoir la liberté d'expression à l'étranger. C'est une préoccupation des administrations républicaines et démocrates depuis des décennies. En 1992, sous George H.W. Bush, les États-Unis ont émis des réserves sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1992 concernant les discours de haine. En 1994, sous Bill Clinton, les États-Unis ont émis des réserves similaires sur les discours de haine dans la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale. Et en 2009, le département d'État du président Obama a fait part de ses préoccupations concernant le texte relatif à l'incitation qui allait à l'encontre du premier amendement de la Conférence mondiale des Nations unies contre le racisme. En 2016, toujours sous Obama, les États-Unis ont refusé de voter pour une résolution condamnant la glorification du nazisme. Les États-Unis arrivant en retard dans une bataille internationale contre les nazis? Sérieusement, s'agit-il de la Deuxième Guerre mondiale? Stephanie Amadeo, représentante adjointe des États-Unis au Conseil économique et social à l'époque, a fait valoir que les recommandations de la résolution visant à limiter la liberté d'expression, la liberté d'association et le droit de réunion pacifique sont en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'ONU a voulu arrêter les terroristes en limitant les libertés et en privant les gens de leur sphère privée? C'est ridicule. Tout le monde sait que c'est le travail de la TSA. Il ne faut donc pas s'étonner qu'en 2019, l'administration Trump ait rejeté l'appel de Christchurch pour des raisons similaires. À savoir qu'il pourrait être trop vaste et entraîner une violation des protections de la liberté d'expression. Mais en 2021, l'administration Biden a inversé cette politique en disant qu'elle voudrait se joindre à l'appel de Christchurch. Néanmoins, l'administration dit qu'elle allait le faire avec prudence. Ils entrent dans l'appel du Christchurch de la même façon que tout le monde entre dans une piscine publique, en espérant que tout ira bien, mais en sachant qu'elle pourrait être pleine de... Vous voyez le genre. L'administration Biden rappelle à tous que le besoin urgent de contrer les terroristes et les extrémistes violents ne doit pas éclipser les droits de l'homme et les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression. C'est important car tous nos partenaires internationaux du « monde libre » ne partagent pas les protections américaines de la liberté d'expression. Loin de là. Je vous dirai comment après la pause. Bienvenue à nouveau. Atlantic Magazine, qui n'est en aucun cas favorable à Trump, affirme que même Trump a eu raison de ne pas signer l'appel de Christchurch créé par la France et la Nouvelle-Zélande. Ironiquement, ne pas se joindre à une initiative visant à arrêter les extrémistes est pratiquement la seule chose que Trump a faite qui ne lui a pas valu d'être accusé de flatter les extrémistes. Attendez, laissez tomber. Quoi qu'il en soit, l'Atlantique a déclaré que les États-Unis partagent de nombreuses valeurs avec la France et la Nouvelle-Zélande. Mais une compréhension commune de la liberté d'expression n'en fait pas partie. L'appel de Christchurch a été intentionnellement rédigé en termes vagues afin que la liberté d'expression puisse signifier ce que chaque gouvernement veut qu'elle signifie. L'appel de Christchurch ne définit pas non plus clairement le contenu terroriste et extrémiste violent. Ce qui est un problème, car quand on ne définit pas clairement les limites acceptables ou les formes d'expression avec les Français, on se retrouve avec Pépé le putois. Cette définition vague pourrait potentiellement entrer en conflit avec les discours protégés par la Constitution américaine, y compris ceux qui n'incitent pas à la violence. Bien sûr, la question de savoir si un discours incite ou non à la violence est souvent discutable, et passible de destitution, apparemment. La Nouvelle-Zélande et la France, cependant, n'ont tout simplement pas les mêmes protections de la liberté d'expression que les États-Unis. Prenons la Nouvelle-Zélande, la loi néo-zélandaise de 1990 sur la Déclaration des droits stipule que chacun a droit à la liberté d'expression, mais celle-ci peut néanmoins être soumise à des limites prescrites par la loi. Il existe en fait un bureau du gouvernement néo-zélandais appelé « Classification Office », dont le rôle consiste notamment à censurer les discours considérés comme un danger pour la société. En fait, le chef du bureau de classification est connu sous le nom de « censeur en chef », ce qui explique cet air classique néo-zélandais. Et je suis fier d'être un néo-zélandais ou au moins je sais que je suis libre. Sauf si le censeur en chef décide que je ne le suis pas. Tout comme la Nouvelle-Zélande, la France prétend également protéger la liberté d'expression, affirmant qu'elle fait partie des « droits les plus précieux de l'homme ». Mais le gouvernement français impose des limites s'il estime que la liberté d'expression interfère avec la loi et l'ordre établi. Ce qui semble un peu vague. Par exemple, les procureurs français ont utilisé la loi pour poursuivre agressivement toute personne dont ils estimaient qu'elle parlait positivement du terrorisme, même si cette personne n'avait aucune intention d'inciter ou de promouvoir la violence.
Ce qui, selon la France, est un autre des droits les plus précieux de l'homme. Punir toute personne qui pense différemment de vous. Les lois françaises ont également été utilisées pour restreindre sérieusement la liberté d'expression. Amnesty International et Human Rights Watch ont toutes deux critiqué la France pour le traitement qu'elle a réservé à la dissidence pacifique en 2018 et 2019 lors des manifestations des Gilets jaunes. Il s'agissait de manifestations contre l'écotaxe sur le carburant du président français Emmanuel Macron. Selon Amnesty International, des milliers de manifestants ont été arrêtés et poursuivis pour des activités qui ne devraient pas constituer une infraction pénale. Et des dizaines de milliers ont été condamnés sur la base de lois vagues. Et, reculez, Amnesty International. Vous empiétez sur le précieux droit du président Macron de punir et vous bafouez également les précieux droits de ses manifestants. Le gouvernement français a également criminalisé la participation à un groupe en vue de commettre des actes violents. L'organisation d'une manifestation sans se conformer aux exigences de notification et même l'outrage aux agents publics. Oh, si les États-Unis pénalisaient le mépris des fonctionnaires publics, la moitié du pays serait en prison. Et l'autre moitié aussi. Le gouvernement français utilise activement ces lois pour faire taire les dissidents pacifiques. C'est pourquoi Amnesty International estime que la France n'est pas le champion de la liberté d'expression tel qu'elle le prétend être. La France qui se dit « championne de la liberté d'expression » est comme Hulk Hogan qui se dit « champion de la protection des t-shirts ». En revanche, les États-Unis offrent bien plus de protection. Notre Constitution empêche expressément le gouvernement de restreindre la liberté d'expression ou de la presse, ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement. Vous comprenez donc pourquoi les États-Unis doivent sans cesse faire preuve de prudence en matière de protection des droits de l'homme et de la liberté en ligne. Il est peu probable que le gouvernement américain viole directement la Constitution de cette manière, car la Cour suprême peut annuler ses actions. Ce qui est plus problématique dans l'appel de Christchurch, c'est la façon dont il confie la censure aux big tech. Les entreprises technologiques peuvent établir toutes les règles qu'elles veulent pour interdire la parole, car c'est techniquement leur droit en tant qu'entreprise privée, et vous pouvez choisir d'utiliser leur plateforme ou non. Donc, si elle est effectuée par des entreprises technologiques, la censure est légale. Mais voulons-nous vraiment nous rendre à la censure? Nous sommes quoi? Des Français? Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la censure des discours en ligne soit le meilleur moyen de mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent? Laissez un commentaire ci-dessous. Mais ne dites rien de positif sur un terroriste ou un extrémiste violent. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.